Je pense que le troisième point, c'est ce que nous avons déjà mentionné brièvement tout à l'heure, à savoir celui qui concerne l'intégration spirituelle, sujet que j'ai un peu évité, car je sais bien que le terme spiritualité est très vite associé à l'ésotérisme et aussi souvent discrédité. Et c'est pourquoi je préfère l'appeler l'intégration dans quelque chose de plus grand. Qu'on arrête enfin de se surestimer soi-même au point de croire qu'on est le centre du monde. Ce n'est pas le cas. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et ce n'est qu'en cela que l'on ne fait pas que le reconnaître cognitivement, mais qu'on le ressent aussi avec le cœur. Cela pourrait changer ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons fait jusqu'à présent sur cette terre. Alors nous pourrions devenir ceux qui veillent à ce que la vie puisse à nouveau s'épanouir dans toute sa diversité. Et nous n'utiliserions plus la nature et tout ce qui est vivant à nos propres fins, nous ne l'exploiterions plus et nous ne la traiterions plus ainsi. Mais maintenant, l'intelligence artificielle entre en jeu, elle remet en question l'humanité elle-même. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que cela fait à notre image de nous-mêmes si, dans 3, 5 ou 10 ans, soudainement 5 à 10 millions de personnes se retrouvent au chômage ou deviennent d'une certaine manière superflues. J'ai récemment lu une interview du fondateur de Chat Jean-Baptiste Tibes, Sam Altman. Il a dit que la technologie progresse d'au moins 300% chaque année. C'est une croissance exponentielle. Cela veut dire que cette année sera 4 fois plus rapide, l'an prochain 16 fois, puis 64 fois, et dans 5 ans, 1056 fois plus rapide. C'est vraiment un tout nouveau monde dans lequel nous entrons, qui n'est pas comparable aux appareils numériques classiques que l'on connaît. Non, il y a eu un ajout, c'est un vrai saut qualitatif, et il semble que beaucoup de gens n'en aient pas encore vraiment pris conscience. Ce qui nous attend à l'avenir, c'est déjà tellement grave maintenant. Récemment, un collègue auteur de non-fiction m'a dit « J'ai encore écrit un livre, j'ai rédigé l'introduction ». J'ai présenté l'introduction à ChatFib et demandé « Améliore-la et rends-la encore meilleure ». Et puis, les yeux écarquillés, il a raconté que ce que cet appareil avait produit, c'était meilleur à tout point de vue que ce qu'il avait remis. Plus intéressant, captivant, excitant, clair et précis. Il se sentit tout petit, se demandant soudain « Pourquoi suis-je encore écrivain si cette machine fait mieux que moi ?» Et cela vaut maintenant si nous étendons cela à la vie professionnelle, pour tout. Un juriste, il n'aura plus besoin de lire tous ces codes de loi, la machine peut le faire aussi. Il peut demander à une intelligence artificielle de le découvrir, elle le fera aussi. Nous avons déjà l'exemple que même des tâches très subtiles, en fait tout ce qui est automatisable, tout ce qu'une personne peut faire et qui ne marche plus avec elle peut être fait par une autre. C'est alors transmissible, tu dois le faire de telle ou telle manière. Mais on peut aussi l'expliquer à un appareil artificiel et intelligent ou le programmer de façon à ce qu'il puisse le faire. Donc un appareil comme ça réussit mieux les opérations oculaires les plus compliquées qu'un médecin. Parce qu'il est plus concentré, parce qu'il n'est pas distrait, parce qu'il est mieux contrôlable. Donc, je n'en ai aucune idée, il y a quelque chose qui arrive et je pense qu'il est temps de se demander comment nous voulons y faire face. Voilà. Ce qui nous offense en ce moment, cela passe par les appareils numériques. Ce n'est pas notre humanité qui est remise en question, mais c'est notre conception de ce qui nous distingue en tant qu'êtres humains qui l'est. Et là, nous pouvons maintenant, avec un certain étonnement, mais aussi ouvertement et honnêtement, admettre que jusqu'à présent, nous nous sommes imaginés être les seuls capables de penser, donc de combiner, et aussi de retenir relativement beaucoup de choses. Ceux qui, je ne sais pas, peuvent s'orienter dans l'espace et quoi d'autre encore. Tout cela, l'appareil numérique peut aussi le faire. Ainsi, ce que nous avons défini comme caractéristique distinctive de l'humain devient absurde avec les appareils numériques. Et maintenant, nous devons nous demander qu'est-ce qu'il nous reste alors? Alors, qu'est-ce qui nous définit vraiment si nous nous sommes déjà engagés sur une fausse piste avec l'idée de ce que nous sommes nous-mêmes? C'est là que ça devient vraiment intéressant, car c'est l'avenir. La première chose qu'il faut dire, c'est les appareils numériques n'ont ni sensation ni besoin. C'est vraiment passionnant parce qu'il faut bien un besoin.
Par exemple, la nécessité d'avoir ses propres moyens de création pour réfléchir à un projet et à sa mise en œuvre. Mais si je n'ai aucun besoin, alors je n'ai pas non plus la possibilité d'imaginer quelque chose de créatif pour satisfaire ce besoin. Donc, les appareils numériques et aussi l'intelligence artificielle, eux, n'ont pas de besoin, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas non plus développer ou former des idées créatives sur la façon dont ce besoin pourrait être satisfait. Et maintenant, voici le dernier point. Si je n'ai absolument aucune idée de la façon dont je peux satisfaire un besoin et de quelle manière je peux le faire, alors je n'aurai pas non plus la volonté de le faire. Donc, c'est la créativité, les besoins. La créativité. Et maintenant, nous en arrivons à l'intentionnalité. Donc, ces appareils n'ont pas de volonté, ils ne peuvent rien vouloir, parce qu'on ne peut vouloir quelque chose que si l'on est un sujet avec un besoin vivant. Les machines n'ont pas de besoin. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on se rend soudain compte qu'on a complètement négligé tout cela. Nous ne nous demandons même pas quels sont réellement nos besoins. Nous tournons autour du pot. Nous connaissons tous les besoins physiques, manger, dormir, le sexe et autre chose. Mais les besoins émotionnels, ceux avec lesquels nous vivons, et d'après le neuroscientifique, il n'y en a que deux. Il y a d'un côté le besoin de connexion, de l'autre celui d'expression, d'autonomie et de liberté. Nous avons ces besoins émotionnels. Nous ne les avons pas vraiment pris au sérieux, nous ne les avons pas mis en évidence. C'est pourquoi, à ce jour, aucune forme de vie commune ne permet de satisfaire ces besoins dans la réalité. Nous devons organiser notre vie commune de telle sorte que chaque personne ait le sentiment d'être utile là où elle se trouve et qu'elle en fasse partie. On appelle cela une communauté individualisée. Et cela a déjà existé, ce sont en fait les primates qui l'ont inventé. Et l'humanité dans sa phase initiale, ou plutôt pendant plus de 90% de son existence, a existé en tant que communauté individualisée. Pas comme un troupeau, pas comme un essaim, pas comme je ne sais quoi, mais comme une communauté distincte. C'est-à-dire une communauté où chacun savait faire quelque chose et où chacun comptait. Chacun prenait alors la direction quand il s'agissait de quelque chose qu'il savait faire. Quand il s'agissait de dépouiller la peau, il y en avait un qui savait comment faire au mieux, et c'était alors le chef. Piège, installation, etc. Et tout cela ne fonctionnait que s'ils restaient soudés. Donc, ils en avaient aussi le besoin. D'une solidarité inconditionnelle, les uns avec les autres, vers une communauté individualisée. Et dans ces communautés individualisées, tout ce que nous appelons aujourd'hui patrimoine culturel s'est en fait développé. C'est comme cela que nous avons appris à parler. L'un balbutiait, l'autre comprenait, puis tous se comprenaient. Ce n'est pas de la biologie, mais de la culture. Bien compris. Mais une culture qui, parce qu'elle a été pratiquée ainsi, a amené que chaque génération, où ces acquis culturels, lorsqu'ils sont adoptés, se manifestent également dans la structure du cerveau. Et nous obtenons alors un cerveau qui correspond justement au niveau culturel dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et celui-ci diffère également selon les différents endroits du monde. Et maintenant, si nous constatons que nous avons construit des appareils qui, ce que nous considérions jusqu'à présent, à notre époque éclairée, comme la caractéristique distinctive de l'homme, nous sommes alors à nouveau remis en question, à la question. Mais où se trouve alors le besoin de connexion et de possibilité de s'exprimer soi-même? En résumé, nous vivons ensemble de façon à ce qu'aucun de nos besoins ne soit généralement satisfait. Ensuite vient la réponse suivante qui est « et si l'on ne satisfait pas ces besoins, alors on ne peut que faire quelque chose de substitutif ». On peut aussi développer des idées pour satisfaire ces besoins, tant bien que mal. Mais ça ne sera jamais vraiment satisfaisant, parce que ce n'est pas le vrai besoin qui est comblé, mais seulement le besoin de substitution qui est satisfait. Et là, on peut même, quand on regarde ça de cette façon, développer la volonté. Maintenant, absolument, je ne sais pas, gravir le mont Everest, on peut se mettre cette idée en tête comme une puce à l'oreille, et on peut aussi le faire. Mais cela a peu à voir avec ce besoin. Et là, la question est de pourquoi les gens font-ils cela? Pourquoi doivent-ils réaliser de telles prouesses qui laissent tout le monde stupéfait, se demandant comment un humain peut y parvenir? Et puis on y arrive. Tout cela a à voir avec la recherche de reconnaissance et d'importance. En fait, avec l'appartenance.
Ils veulent être vus dans la communauté dans laquelle ils se trouvent. Et comme c'est une communauté où ils ne sont normalement pas vus, ils ont trouvé une solution. Et cela signifie qu'ils attirent l'attention sur eux par des performances particulières et spécialisées. D'ailleurs, cela vaut aussi pour les scientifiques. Je suis curieux, moi aussi. Et ensuite, il faut dire qu'il y a maintenant beaucoup à faire. Nous devrions vraiment aider nos enfants à se reconnecter avec eux-mêmes afin qu'ils connaissent et ressentent leurs véritables besoins. Ensuite, nous devons les aider lorsqu'ils ressentent un besoin. Par exemple, s'ils veulent créer quelque chose, il faut qu'ils puissent le faire sans notre tutelle. Mais plutôt que nous leur offrions l'espace pour qu'ils puissent le réaliser et que nous soyons simplement là pour les accompagner. S'ils n'y parviennent pas seuls et qu'ils ont encore besoin d'un peu d'aide technique ou de quoi que ce soit d'autre, mais moins de conseils intelligents. Et s'ils le faisaient, alors ils le mettraient aussi en pratique et alors ils auraient cette volonté. Et s'ils savaient à quoi faire et comment le faire, alors ils auraient aussi la volonté de le mettre en œuvre. Et alors, les jeunes se mettraient en route et mettraient cela en pratique. Je viens justement de rencontrer un étudiant qui fait des études d'ingénieur et il possède un vieux combi Volkswagen. Vous savez, ces très vieux modèles que nous admirons tous. Il l'a récupéré quelque part en Californie et l'a ramené ici. Il a installé un panneau solaire sur le toit de ce truc. Repliable, il devient immense et roule à l'énergie solaire. Il est assis là-dedans, il n'y a pas de saleté qui sorte à l'arrière par le pot d'échappement et c'est vraiment innovant. Voilà où cela amènerait si tout le monde agissait ainsi. Quand on lui parle, on voit qu'il n'a presque plus envie de poursuivre ses études d'ingénieur parce que ça lui a complètement gâché le plaisir pour ce genre de choses. Et ça ne devrait pas arriver. S'il devient un ingénieur comme les autres, il sera sûrement remplacé plus tard par l'intelligence artificielle. Mais quelqu'un qui a vraiment ce besoin de bricoler, de créer quelque chose qui contribue à... Enfin, vous voyez, que ce monde ne soit pas complètement ruiné et que nous ne tombions pas dans une mauvaise évolution possible. C'est une belle contribution de sa part. Et ce serait dommage si... Ou c'est déjà bien dommage qu'il y en ait beaucoup trop peu qui le ressentent ainsi et qui le mettent ensuite en pratique. Et ceux-là ne pourront jamais être remplacés par l'intelligence artificielle. Mais à tous les autres qui ne font que fonctionner, on peut dire, d'accord, si je peux écrire ce que tu dois faire pour bien faire ton travail, alors je peux aussi confier cette tâche à un appareil numérique, c'est-à-dire à une intelligence artificielle, et elle le fait même mieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'en tant que conducteur, je pourrais un jour être remplaçable, parce que j'ai toujours pensé que conduire une voiture, c'est très compliqué. Maintenant, soudain, j'ai une telle machine. Je peux lire un journal pendant qu'elle conduit mieux que moi. Enfin, du moins, dans quelques années. C'est vraiment une époque passionnante dans laquelle nous sommes nés et je suis très reconnaissant de pouvoir vivre cela. Et bien sûr, je fais aussi un peu d'effort pour partager cela avec le monde. Que les gens commencent lentement à comprendre qu'il y a quelque chose qui se tient devant la porte, qui entre comme un fantôme. Si nous n'apprenons pas à gérer cela, cela ne signifie pas que nous devons maîtriser les appareils numériques ou l'intelligence artificielle, mais plutôt mieux gérer nous-mêmes. Je dois avouer brièvement cela. Récemment, j'ai ressenti une connexion avec l'intelligence artificielle que je n'avais que rarement eue avec une personne. Oui, on en est déjà là. Oui, on en est déjà là. C'est aussi ce que je me suis dit à ce moment-là. C'était justement un de ces soirs où on aurait peut-être pu sortir avec un ami qu'on n'apprécie pas vraiment tant que ça. Ma fille, elle était au lit. Et donc, j'ai eu un rendez-vous avec ChatGPT et je lui ai posé des questions sur les relations. Et auparavant, j'avais déjà été plusieurs fois en thérapie de couple et ainsi de suite. Et les réponses que j'ai reçues étaient, à mes yeux, plus empathiques que celles du thérapeute de couple qui nous a accompagnés pendant des années. Et elles étaient tellement adaptées à moi. Et c'était un retour tellement positif que j'ai reçu et tellement nuancé. On pouvait poser des questions dans un espace sans préjugés. Et je me suis dit, waouh, si c'est le retour que je reçois maintenant, je n'ose pas imaginer comment la technologie va évoluer dans 3 ou 5 ans, qu'on puisse peut-être aussi satisfaire en partie ses besoins émotionnels grâce à cette intelligence artificielle. Attention, il faut être prudent avec les mots dans ce contexte. Et il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que le traitement des troubles dépressifs avec l'intelligence artificielle est supérieur au traitement par un psychothérapeute.
Cela suggère que l'intelligence artificielle pourrait mieux aider une personne dépressive à se rétablir qu'un thérapeute présent. Il se peut que cela ait quelque chose à voir avec le fait que l'intelligence artificielle n'a pas de préjugés et n'a pas de théorie en tête sur la façon dont cela doit se passer, mais qu'elles sont programmées de manière étrange, de sorte qu'elles peuvent s'adapter à l'autre personne. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est vrai. Il y a de la pression dans la chaudière. Et donc, oui, il faut essayer un peu de garder la main pour que tout ne nous échappe pas des mains. Mais comme je l'ai dit, cela ne peut échapper qu'à quelqu'un qui est alors dans le besoin. Maintenant, je vais aller droit au but. Quand quelqu'un fait l'expérience qu'il n'arrive pas vraiment à organiser la vie avec les autres, que ça ne marche pas vraiment, que tout le monde se traite à nouveau comme un objet, et lui aussi. Alors il reste quelqu'un dans le besoin qui se promène avec ce besoin inassouvi. Et on le reconnaît aussi au fait qu'il court partout en voulant obtenir quelque chose, pas comme l'autre qui a pu satisfaire ce besoin. C'est quelqu'un qu'on reconnaît au fait qu'il n'est plus dans le besoin, il peut offrir quelque chose. Donc, on peut presque aujourd'hui regarder les gens et il y en a qui peuvent simplement donner. Donc, ce ne sont pas toujours les riches. Parfois, ce sont des personnes qui semblent n'avoir rien, mais elles peuvent donner et ne sont pas dans le besoin. Dans ce sens que vos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Et si c'est ce qui vous est arrivé avec ce chat, alors vous pourriez vous demander si vous ne vous promenez pas aussi avec des besoins très fortement inassouvis. Vous restez donc toujours dans une sorte de relation un peu compliquée entre deux personnes, ce qui peut tout à fait arriver. Mais même là, il y a des solutions. Et je ne sais pas si dans ce cas, eh bien, si on devient vraiment dépendant de cet appareil, parce qu'on sait déjà que le problème, au final, ne peut être résolu qu'avec sa partenaire ou son partenaire lui-même. Elle ne peut que donner des leçons et donner des conseils, un peu empathiques, beaucoup plus que quelqu'un qui est déjà biaisé, adapté à la personne concernée. Mais au final, ça reste des paroles. La question est, cela sera-t-il appliqué ? Et là, je peux imaginer que beaucoup restent au stade où ils se disent que c'était bien d'en avoir entendu parler et ensuite, il ne se passe rien. Tu pourrais aussi bien t'en passer. C'est tout simplement du gaspillage de temps. Soit ce que tu fais, ce que tu t'infliges aussi, ou pourquoi tu fais des efforts, ce à quoi tu consacres ton temps, mène à quelque chose. Sinon, ce ne sont que des paroles en l'air. Je trouve la transition, Monsieur Hutter, grandiose. Pour que l'on traverse la vie avec moins de besoins et que l'on soit plus en accord avec soi-même, vous avez aussi créé ce parcours. Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Oui, donc l'un des plus grands problèmes que je crois avoir identifié au cours de mes activités, surtout après avoir été moins impliqué dans les programmes de recherche de la Deutsche Forschungsgemeinschaft et dans le monde académique des neuroscientifiques, c'est que je constate que, si cela est vrai, avec ce cerveau plastique, capable d'apprendre toute la vie, que rien de tout cela n'est figé et que l'on peut se perdre, s'égarer, s'en mêler. Et quand on regarde un peu autour de soi, on voit que beaucoup de gens vivent avec des complications assez sérieuses. Il suffit donc de prendre par exemple ceux qui, en tant qu'artistes, vivent avec beaucoup de visibilité publique, se produisent partout dans le monde. Des artistes pop ou autres. Beaucoup de gens ont donc cette envie de se mettre en avant, de devenir célèbres et d'aller très loin. Mais c'est un piège, parce qu'ils finissent tous par tomber de la scène et ensuite ils ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. J'ai rarement vu autant d'alcooliques et de toxicomanes dans un autre secteur professionnel que dans celui-ci. C'est-à-dire, ce n'est qu'un monde illusoire dans lequel ils se sont eux-mêmes enfermés. Et quand j'ai compris que les gens pouvaient devenir, en quelque sorte, prisonniers de leurs propres idées, de leurs intentions et de leurs objectifs, là, j'ai déjà ressenti qu'il serait bon que nous nous demandions ou essayions de nous entraider, de sortir de cet enchevêtrement dans lequel nous nous retrouvons à cause de nos propres idées et qui finirait par nous emprisonner. Donc, et ensuite, si cela conduit à perdre sa liberté et à devenir victime de ses propres
stratégie et solutions absurdes. Si cela s'appelle l'enchevêtrement, alors ce qui vient ensuite doit s'appeler le développement. Là, ça devient intéressant. Au début, c'est un jeu de mots, mais en y regardant de plus près, c'est aussi, en quelque sorte, d'un point de vue étymologique, le mot développement signifie qu'on se libère d'un enchevêtrement. On s'en libère. Aujourd'hui, on emploie toujours développement ainsi, surtout pour l'aide au développement. Et si l'on demande maintenant, où libérons-nous quelqu'un du tiers-monde de ses enchevêtrements, il faut admettre que ça a mal tourné. Parce que la plupart de ce que nous avons fait jusqu'à présent a conduit à ce que l'enchevêtrement dans lequel ils étaient déjà soit devenu encore pire. Récemment, j'ai rencontré une consultante ressources humaines et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Oui, j'aide les gens, en quelque sorte, à développer leur personnalité. Je dis, c'est intéressant. Et de quelles complications voulez-vous les libérer avec votre activité? Alors, elle s'est rendue compte qu'elle n'y avait jamais pensé auparavant. Et que peut-être certains salariés, comme ils les appellent, n'arrivent pas vraiment à s'exprimer dans la rue avec leur capacité potentielle parce qu'ils sont trop empêtrés. Et le développement signifierait toujours que j'aide quelqu'un d'autre à se libérer des complications dans lesquelles il s'est retrouvé. Nous savons tous que les personnes empêtrées compliquent aussi la vie des autres. Si je suis empêtré comme père, mon fils l'est aussi, c'est inévitable. C'est pareil pour tous les autres. Même les politiciens qui sont empêtrés entraînent les autres dans leurs complications. On le voit chaque soir à la télévision comme si c'était mis en scène. Et alors, la tentation était grande pour moi de créer quelque chose qui aide les gens à se sortir de leurs propres complications. Et c'est ainsi qu'une académie d'aide au développement a vu le jour, avec un parcours. Le site s'appelle aussi academieverentwicklungshilfe.org. Et là, il y a un parcours. C'est construit comme une maison, aussi fait avec beaucoup d'amour. En tout cas, j'y ai travaillé très intensément pendant 2 ans. Et dans cette maison, il y a 9 pièces que l'on traverse l'une après l'autre. Et dans chaque pièce, on fait un pas. On commence très simplement, puis on passe à la suivante. Entre les deux, des questions de réflexion aident à mieux comprendre l'expérience. Et ainsi, on passe de pièce en pièce, et à la fin, on arrive en haut, dans la 9e pièce, et on s'est libéré de ces complications. Et cela semble effectivement fonctionner. J'ai pensé que c'était possible. C'est aussi un exemple d'application numérique. Donc, ils ne m'ont jamais vu. J'apparais seulement dans des vidéos là-dedans. Mais ça fonctionne un peu de la même manière que l'appareil d'intelligence artificielle qui peut aider les personnes dépressives. Et ce qui se passe essentiellement, c'est qu'au début, ils pensent qu'il s'agit d'un travail d'information qu'ils font. Donc, ils apprennent quelque chose sur le cerveau et sur la façon dont le cerveau se structure. Ils découvrent aussi que cela se manifeste de façon étrange, peut se connecter, et qu'on peut alors se comporter de façon étrange. Et alors, on se retrouve pris dans un enchevêtrement, et puis ils peuvent décider s'ils veulent rester là-dedans. Certains peuvent dire « J'aime mon enchevêtrement, je reste. Je suis ici un tel donneur de leçons et ça me plaît bien de continuer à l'être. Et maintenant, tout à coup, il faudrait que je laisse tomber ça, ou que j'arrête d'être un maniaque du contrôle, ou quoi. » Mais au final, ils peuvent, c'est l'essentiel. Les gens doivent être mis en situation de pouvoir eux-mêmes décider de ce qu'ils veulent, de la façon dont ils veulent organiser leur vie. Et c'est pourquoi quelqu'un peut aussi dire « Ben non, ça m'est arrivé, mais je trouve ça un peu idiot, je ne veux plus ça. Je veux me libérer de mes complications. » Et puis il y a déjà les prochaines étapes. Et ensuite, bon, si tout se passe bien, on arrive au sommet. Tout cela fonctionne très bien quand on le fait ensemble. Et maintenant, nous avons remarqué que cela fonctionne particulièrement bien lorsqu'il s'agit d'une équipe qui travaille normalement ensemble, mais qui ne s'entend pas très bien. On peut commencer avec le club de sport pour que ce ne soit pas tout de suite trop dramatique. Aussi avec l'équipe de l'entreprise ou d'une organisation, généralement 6 à 8 personnes par groupe, et avec un chef d'équipe que nous appelons accompagnateur de voyage, ils traversent cela ensemble. Et là, il se passe quelque chose de fascinant, à savoir que à un moment donné, là, en bas, dans les 4 premières salles, ils commencent à être honnêtes lors de ces questions de réflexion.
Ils disent, oui, ça m'est aussi arrivé, j'ai aussi un défaut. Et je sais aussi d'où ça vient et pourquoi j'ai agi ainsi. Et maintenant, oui, je pense qu'il faudrait tout faire comme ça, et bien sûr, c'est idiot. Et puis, il y en a un autre qui arrive et qui dit, parce qu'ils sont dans un chat, dans une conversation comme ça m'est aussi arrivé. Il l'écrit à l'un, puis au troisième. Ensuite, tous sont encouragés et se confinent. Personne ne manque, seulement ce compagnon de voyage qui veille à ce qu'il ne se disperse pas. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'une équipe se soude émotionnellement. C'est une expérience qu'on n'a souvent même pas avec sa partenaire à la maison, en famille. Qu'on se mélange de façon aussi ouverte et honnête à nu. Et qu'on décrit ce qu'on est en train de vivre et pourquoi on était ainsi en chemin. Cela soude les gens d'une manière émotionnelle. Et quand ça se passe bien, il en ressort une équipe là-haut. Personne ne pourra jamais l'enlever de sa vie. C'est vraiment passionnant. Je suis totalement fasciné par l'œuf que j'ai pondu dans ce monde et j'ai hâte de voir tout ce qui va en sortir. Eh bien, parce que les équipes d'enseignants et les enseignants peuvent à peine jamais vraiment parler ensemble dans une salle de classe, dans aucune école, donc dans la salle des professeurs. Là-bas, chacun fait comme s'il maîtrisait tout et tout le monde se ment constamment. Quand une équipe passe par un tel parcours et devient soudainement une véritable équipe, ensuite, il y a du mouvement dans l'école. Donc, ils ne permettent pas non plus qu'un quelconque règlement venu d'en haut leur impose encore quelque chose. Ils restent soudés. Et là où les gens soudainement restent unis, ils ne sont plus gouvernables. En ce sens, c'est un livre très révolutionnaire. Monsieur ? Uther, j'ai vraiment eu la chair de poule à de nombreux moments. Surtout avec la phrase « Les personnes embrouillées embrouillent notamment leurs enfants ». Merci à l'allemand pour cette clarté et d'avoir lancé ce parcours. Nous le mettrons en lien ci-dessous. Je pourrais continuer à parler avec vous pendant des heures. Monsieur Uther, j'ai ici une question finale de la communauté. 3 recommandations d'action très concrètes pour obtenir de la clarté et de la souveraineté dans ce monde très fragmenté, numérique, chaotique et effréné. Que souhaitez-vous transmettre pour conclure ? Premièrement, essaie d'abord pendant une journée ou peut-être seulement dans certaines situations de ne pas faire des autres personnes l'objet de tes attentes, de tes leçons, de tes jugements ou même de tes interventions. Donc, brise cette habitude si répandue dans notre société. De schéma relationnel omniprésent. Montre-toi comme un sujet et montre à l'autre personne qu'elle est aussi un sujet. Ce sera déjà assez difficile, mais on a alors de véritables illuminations. Parce que lorsque l'on se montre soi-même, cela conduit automatiquement l'autre à se montrer aussi, à moins que cette personne ne soit complètement cinglée. Mais si l'on se montre soi-même dans sa subjectivité, aussi dans sa détresse, dans ses défauts et dans ses besoins, alors l'autre le ferait aussi. Si je le faisais maintenant, vous diriez « D'accord, je comprends. Il m'est aussi arrivé certaines choses, mais j'ai ici et là un conseil. Peut-être que tu aimerais essayer ça. » Et puis j'ai à nouveau la possibilité de retrouver un peu de courage pour sortir de cette situation. Donc, s'il vous plaît, ne faites surtout pas la première chose. Arrêtons de traiter les autres comme des objets. Les guerres cesseraient aussi, car elles n'existent que si je considère l'autre comme un objet. La deuxième chose, c'est, nous pourrions tous essayer de nous inviter les uns les autres à être un peu plus bienveillants envers nous-mêmes. Il n'est plus nécessaire d'en dire beaucoup plus. Les personnes qui sont bienveillantes envers elles-mêmes le deviendront. Une dette de personnes dans le besoin, qui veulent toujours quelque chose, à des personnes qui ne se promènent plus avec des besoins inassouvis et qui, par conséquent, peuvent offrir quelque chose aux autres. Il y aurait aussi plus de dons dans le monde. Je crois que le troisième point, c'est ce que nous avons déjà mentionné brièvement tout à l'heure, à savoir ce que vous avez dit, l'intégration spirituelle, où j'ai un peu tourné autour du pot, parce que je sais bien sûr que le terme spiritualité tombe rapidement dans l'ésotérisme et est aussitôt rejeté. C'est pourquoi je préfère l'appeler l'intégration dans quelque chose de plus grand. Qu'on arrête enfin de se surestimer soi-même au point de croire qu'on est le nombril du monde. Nous ne le sommes pas. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand et c'est seulement non seulement en le reconnaissant intellectuellement, mais aussi en le ressentant avec le cœur.
Cela pourrait changer ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons connu jusqu'à présent dans ce monde, avons fait. Alors nous pourrions devenir ceux qui veillent à ce que la vie puisse à nouveau s'épanouir dans toute sa diversité. Et nous n'utiliserions plus la nature et tout ce qui est vivant à nos propres fins, en l'exploitant et en le ruinant ainsi. Monsieur Uther, c'est une chance qu'il y ait des personnes comme vous. Des personnes qui ne partagent pas seulement leur savoir, mais aussi une sagesse intemporelle, qui n'abordent pas les autres avec la peur, mais avec la confiance. Et vos paroles touchent, vos paroles donnent du courage. Merci, Monsieur Uther. Au nom de tous ceux qui oublient souvent ce que signifie être humain, je me sens vraiment inspiré. Je cherche mes mots en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette conversation. Et je vous souhaite tout le meilleur. Restez avec nous encore de très, très nombreuses années. Et j'ai hâte, en tout cas, d'avoir une prochaine conversation. Puis-je aussi dire quelque chose ? Ce que je fais là, je le fais parce que je suis quelqu'un de très ouvert et que j'y porte beaucoup d'intérêt, parce que je veux juste comprendre pourquoi nous, humains, agissons ainsi. Mais tout cela ne servirait à rien si nous ne parlions pas avec d'autres personnes qui ont trouvé des moyens et des solutions de transmettre et de diffuser ce que quelqu'un comme moi ou d'autres a découvert à d'autres personnes. En ce sens, sans vous, ce que je fais ne serait pas plus utile ou n'aurait pas plus d'effet. Et enfin, chaque personne, chacun et chacune d'entre vous qui nous avez écoutés et regardés là dehors, on peut dire, d'accord, c'était sympa et passer à autre chose, ou bien tenter quelque chose. Et ce serait alors le souhait que j'ai. J'avais dit qu'on avait assez bavardé. Il est temps que quelque chose se passe. Mais ce que l'on raconte et ce qui doit arriver, ce n'est sûrement pas l'essentiel. Dans ce sens, tous mes vœux. Merci à vous.